The international system is facing accelerated transitions as competition between the great powers intensifies. Join this important dialogue with the Kingston Consortium on International Security. All right, good morning. Bon, alors bonjour. On a ensuite le Major général Scott Clancy qui va diriger le premier panel sur les défis en matière de sécurité internationale dans le Nord. Vous trouverez sa bio dans le programme. Monsieur Clancy. Bonjour tout le monde. C'est le défi qu'on nous a lancé. Vous pouvez le voir dans le programme. On essaye de situer le contexte sécuritaire. C'est là-dessus que reposera le reste de la conférence. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chance d'avoir des panélistes éminents d'abord, ici au milieu, Madame Michelle Devlin, le professeur de sécurité environnementale au Collège militaire américain, le professeur à la science, elle est aussi infirmière en santé publique. Elle vient de vivre récemment avec les Inuits du Nord pour comprendre ce qui touche leur vie. Elle a beaucoup d'expérience militaire et dans le domaine humanitaire également. Alors ça, c'était Madame Michelle Devlin. À sa gauche, vous voyez Monsieur James Morton, professeur adjoint au Centre d'études autochtones à l'Université de l'Alaska à Fairbanks. Il a été conseiller aux affaires autochtones dans la région NORAD en Alaska, du temps que j'étais là, les relations avec les militaires et les civils, surtout dans les domaines. Évidemment, c'est un responsable de la psychologie militaire. Il a beaucoup étudié le partenariat entre la défense de l'Amérique du Nord et les peuples autochtones. Et enfin, Monsieur Greaves, Will Greaves, à l'Université de Victoria. Il s'occupe de relations internationales qui met l'accent sur l'intersection entre la sécurité mondiale, la politique environnementale, la politique étrangère canadienne, le climat, le changement climatique, l'énergie et les questions autochtones dans la région circumpolaire. Il est co-directeur du réseau sur la sécurité du Nord. On va avoir des présentations de 15 minutes de chacun des panélistes. Ensuite, on va avoir un échange pour le reste de la séance. Je vais commencer par inviter Madame Devlin à nous faire son exposé. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis honoré et je ferai écho à ce qu'a dit le précédent orateur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans chacun de vos champs de compétences pour contribuer à ces discussions sur la sécurité et la stratégie dans le Grand Nord. Mon rôle ce matin, c'est de vous donner un bref aperçu, un tableau très général, un résumé de la façon dont le changement climatique change l'élément humain dans l'Arctique, dans le monde circumpolaire. Nous sommes tous et toutes très conscients des tendances géographiques, de ce qui se passe, comment le changement climatique fait fondre la banquise, les glaciers, le permafrost. Évidemment, on s'en soucie aussi du côté militaire, les opérations spéciales, les stratégies, les armes, mais c'est rare qu'on se pose des questions sur le facteur humain des populations qui vivent dans l'Arctique, comment elles vivent aujourd'hui et qu'est-ce que l'avenir leur réserve dans le contexte du changement climatique. Pour vous donner une vision circumpolaire du facteur humain des populations dans l'Arctique, et malheureusement, c'est un domaine de recherche qui n'attire pas assez d'attention. On ne met pas assez d'intérêt, on ne porte pas assez d'intérêt aux cultures du Nord et à l'évolution climatique. Mais depuis une heure, vous avez vu qu'on parle de débats sur la sécurité qui sont liés au développement économique.
qui sont indissociables. Donc, l'un des grands défis dans l'Arctique, dans le monde circumpolaire en général, c'est que très peu de gens vivent là-bas. Environ 4 millions de personnes dans toute la région circumpolaire du monde. Quand on pense aux questions de sécurité, de développement économique, on s'attend à ce que cette population augmente, surtout à mesure que le climat se réchauffe et que ces régions deviennent plus accessibles. En ce moment, dans la région, dans le Grand Nord, enfin, selon la définition qu'on en donne, mais environ une personne sur 10 et peut-être une sur 8 est autochtone. Si on regarde les secteurs clés de l'Arctique, ce pourcentage de population autochtone augmente beaucoup dans le Grand Nord américain, en Alaska. Beaucoup de villages autochtones sont à 90 d'origine autochtone. Même à Barrow, Nukiakvik sont à 70 autochtones. Donc, si on travaille dans les Grands Nord, dans ces collectivités, c'est très important de reconnaître quelles sont les réalités et les problèmes des Autochtones. Et mes deux collègues vous en donneront un aperçu plus clair. L'autre chose qu'on constate, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup aux migrations environnementales, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Eh bien, à mesure que le monde se réchauffe, de plus en plus de gens vont se déplacer vers le nord sur le globe et aussi vers le sud du globe. En fait, on assiste déjà à ces mouvements de population. Par exemple, même aux États-Unis, les gens commencent à prendre leur retraite dans le nord, près des Grands Lacs, même dans le sud de l'Alaska, parce qu'ils veulent éviter les chaleurs extrêmes et les catastrophes météorologiques qui se produisent dans le sud des États-Unis. Moi, j'ai travaillé à Bergen où environ 15 de la population sur les pentes nord de l'Alaska sont composés de gens origine de l'Asie mélangés aux Autochtones. Alors, il y a des facteurs d'attraction et de répulsion en matière de migration. Les facteurs d'attraction, c'était les salaires, hein, parce que les entreprises dans le Grand Nord n'avaient pas assez de travailleurs, donc on utilise des salaires élevés pour attirer les travailleurs, mais de plus en plus, il y a un facteur répulsif qui s'exerce du sud vers le nord, des gens qui viennent. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui venaient d'Hawaï, de Tonga, des Philippines, de la Thaïlande, du Laos, toutes sortes de populations d'îles et de pays de l'Asie-Pacifique qui se font submerger, qui souffrent de catastrophes climatiques, donc qui sont repoussés de leur pays vers des régions du Nord où les salaires sont plus élevés. Nous croyons que ces tendances vont s'accentuer de plus en plus. On parle déjà de développement économique, du manque de population et de main-d'œuvre dans le Grand Nord. Il y aura de plus en plus de main-d'œuvre qui font la navette entre le sud et le nord, comme à Kruger Bay, à Dead Horse, où il y a des travailleurs pétroliers, des travailleurs gaziers qui viennent travailler sur des périodes de 3 semaines, des gens qui travaillent dans la construction, des militaires. Il y a des gens du milieu médical comme moi-même. Nous aussi, on faisait la navette. Beaucoup de mes collègues faisaient la navette pour des périodes de 4 semaines. Même les gens établis, hein, quand on pense au changement climatique vers l'année 2100, on prévoit que les régions les plus productives du point de vue agricole, pour faire pousser des choses comme du blé, ça sera dans la région de l'Arctique, le nord, le tiers nord de la Russie, au Groenland, dans le nord du Canada. Ce sont des secteurs qui vont devenir les lieux où on peut cultiver. Et la Russie et la Chine se penchent déjà là-dessus et commencent à agir. La Russie a des colons chinois qui s'installent dans le nord de leur pays à mesure que le sol fond et devient cultivable. Et dès qu'on pense à des régions de migration massive, on prévoit
avoir des schémas de genre particuliers, des schémas d'âge particuliers qu'il faudra suivre de près. Souvent, dans ce genre de situation, il y a des hommes qui font la navette, donc des collectivités qui sont dominées par des hommes et d'autres qui sont dominées par des femmes et d'autres qui sont dominées par des gens âgés parce que les jeunes sont partis travailler ailleurs. Very much increasing, and overall greater human density. The Arctic, as you know, is really the least dense, is a region, the least dense area on Earth other than Antarctica, but that's going to increase, right? As it opens up, more labor is needed. So these communities will become more and more dense from a population standpoint. But if they're Mais not being developed, si ces collectivités ne sont pas développées, il n'y aura pas d'hébergement pour elles. Euh, je suis allé en Alaska et je voyais qu'il n'y avait pas suffisamment d'hébergement et d'infrastructures et c'était un obstacle pour les travailleurs. Et en fait, la croissance ne progresse pas. La population n'augmente pas, excepté dans les populations autochtones où on voit une croissance démographique dans les zones circumpolaires. Donc, ça pose plusieurs problèmes au niveau de la dynamique de la sécurité nationale et on ignore parfois les dimensions humaines des zones dont nous sommes responsables du point de vue de la sécurité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui font partie de ces populations sont des citoyens des pays où se trouvent ces aires de responsabilité. Et en fait, on m'a souvent demandé au sujet des populations autochtones, est-ce que les États-Unis comprennent que nous sommes des Américains, que nous faisons partie de la société américaine, mais que nous sommes préoccupés quand nous voyons les Russes attaquer l'Ukraine parce que nous sommes voisins et nous pourrions être les suivants. Alors, on s'attend à voir beaucoup plus une population beaucoup plus diversifiée dans les zones de responsabilité. Et si vous regardez les populations autochtones et aussi les langues autochtones, il y en a de 40 à 90 langues différentes juste dans les collectivités autochtones. Mais si vous ajoutez à ça les migrants à cause du changement climatique, les travailleurs étrangers et les autres immigrants, le nombre de langues se multiplie. En fait, dans les Northern Slopes en Alaska, il y avait plus de 40 langues en plus des langues autochtones. Et ça, c'est simplement à cause des travailleurs saisonniers ou migrants. Donc, évidemment, il y a des questions aussi d'autodétermination pour ces populations, augmentation des droits, plus de maîtrise sur leur territoire. Donc, ça peut être des régions extrêmement difficiles dans lesquelles travailler, pas simplement à cause de l'isolement, du climat très rigoureux, mais aussi à cause de la complexité de la société dans les collectivités, différences linguistiques, culturelles, niveau d'alphabétisme, différentes pratiques et différentes valeurs. Donc, et en fait, on regardait certaines de ces régions et il y a plus de potentiel comme la traite des personnes et aussi des abus des femmes, l'abus des femmes, comme on l'a mentionné ce matin. Et aussi, il y a des organisations transcriminelles, criminelles transnationales qui se servent de ces collectivités isolées pour faire circuler des fonds et, et aussi certains de leurs des entremetteurs. Donc, avec l'augmentation de la population, cela présentera des cibles à l'ennemi. Et dans les populations nordiques, on m'a souvent dit, est-ce que les forces américaines savent que nous pourrions être des cibles faciles parce qu'il y a à Barrow, le seul aéroport de la région. Il y a aussi des ressources pétrolières et donc et les communautés sont plus vulnérables et pourtant limitées dans les ressources qu'elles ont à leur disposition. Et on voit aussi
Dans certains cas, des collectivités qui doivent se relocaliser à cause de la perturbation du sol suite au changement climatique, au réchauffement du climat. Il y a une érosion précoce du pergélisol qui les oblige à déménager. Et donc, il y a beaucoup de mouvements de population, de changements culturels, des processus d'acculturation aussi, et des défis qui augmentent, et les tensions sociales aussi à l'intérieur des collectivités. Alors, si on envisage des populations spéciales pour nouer des relations au niveau de la sécurité, des partenariats économiques, il y a plusieurs groupes avec lesquels nous pourrions, auprès desquels nous pourrions nous impliquer davantage et accepter d'apprendre d'eux. Beaucoup de ces groupes habitent l'Arctique des centaines, si ce n'est pas des milliers d'années. D'autres groupes sont arrivés plus récemment, mais sont tout à fait à l'aise de fonctionner dans le climat extrême de ces régions. Et donc, et c'est sûr que les relations autochtones seront très importantes dans les relations avec la société civile. Euh, alors, pas tous les groupes autochtones sont les mêmes et pas tous les membres d'une population donnée sont pareils. Il y a des sous-groupes, des valeurs différentes et des points de vue différents. Donc, il est important de prendre le temps de les connaître, de nouer des relations avec chacun de ces groupes. Et quand on regarde, par exemple, il y a les capitaines de baleiniers sur la côte d'Alaska qui ont beaucoup d'expertise. Ils savent comment fonctionner sur l'eau, sur la banquise. Et n'oubliez pas les femmes dans vos efforts de relations culturelles ou communautaires. Il y a beaucoup de femmes dans les tribus que j'ai visitées qui sont les expertes pour savoir comment coudre des peaux. Autrement dit, elles étaient les meilleures, les mieux placées pour savoir qu'est-ce qu'il fallait porter pour survivre dans un climat où il fait moins 60, parce qu'elles et le Conseil des textiles avait envisagé un partenariat avec les femmes qui font la couture des peaux, qui cousent les peaux, parce qu'elles ont développé un niveau d'expertise pour résister au froid qui est hors du commun. Et aussi dans plusieurs villages autochtones, et là je pense aux villages autochtones américains, ils fonctionnent comme la plupart des communautés rurales. Moi, j'ai travaillé en Iowa pendant une trentaine d'années et ils ont donc des services de pompiers et des services policiers à base de bénévoles, à base de volontaires. Et ce sont les premiers intervenants pour tout ce qui se passe à l'échelle locale et aussi et dans les villages. Il s'agit donc de services autochtones. À Barrow, quand j'ai quitté il y a quelques mois, le service d'urgence étaient en fait des gens de Samoa et qui sont des gens donc des îles du Pacifique et aussi les pilotes de brousse des opérations aériennes. Aussi, ces gens-là font un travail incroyable et ont un savoir-faire, une connaissance du terrain et qui est vraiment unique et ils sont prêts à aider. Et il y a des milliers de bateaux de pêche privés dans le détroit de Bering et d'autres parties de l'océan Arctique, tout dépendant des saisons. Nous devrions travailler avec eux également. En fait, Laurier et d'autres du centre Ted Seven ont pu commencer une conférence extraordinaire où ils envisageaient des partenariats dans l'Arctique. Je pense que les équipages de pêche où le chef de leur association est venu pour s'adresser aux militaires et il a dit pourquoi pas collaborer avec nous. On a des milliers de pêcheurs qui sont sur l'eau et qui voient très bien ce qui se passe. Si vous avez des préoccupations, on peut vous aider. Et les Chinois font ça avec leurs pêcheurs dans la mer du sud de Chine. Les pêcheurs collaborent avec les militaires. Et donc, c'est le cas pour nous. Et les gens qui font de la médecine aussi à distance, comme moi, sont aussi prêts à aider.
Jane Burkett, ben, justement, on s'est occupé on a soigné les cas de COVID dans les villages autochtones et on a défini ce qui était la question d'équité, hein, et nous avons travaillé avec la population locale. Ensuite, donc, les nouveaux immigrants, les premiers intervenants, et n'oubliez pas que l'État de l'Alaska, si vous regardez justement le Grand Nord américain, l'Alaska a le plus haut taux d'anciens combattants dans le pays. Donc, c'est un État où il y a beaucoup de militaires et qui sont très centrés aussi sur les forces armées, des gens de toutes sortes de milieux culturels qui sont prêts à aider. Et ils pourraient vraiment nous aider à fonctionner. Alors, parce que il faut non seulement survivre dans l'Arctique, mais arriver à vivre dans l'Arctique et à s'épanouir. Et dernier commentaire, ben, il y a beaucoup de possibilités grâce à la collaboration entre la société civile et les militaires, recherche et sauvetage, fourniture de services d'urgence, aussi des détecteurs maritimes, des, des, des détecteurs socioculturels, des détecteurs océaniques. Donc, ça, ce sont autant de compétences et de rôles qui nous sont précieux dans nos relations avec les communautés locales. Alors, ça peut être évidemment des réunions, des cercles de conversation, et ça peut être aussi des programmes beaucoup plus formels, comme les Canadiens. Les Canadiens ont les Canadian Rangers, euh, et on a un programme semblable en Alaska. Et alors, et il n'est pas exclu non plus de forger des contrats avec des ressources locales pour assurer leur participation à long terme. Merci. Bonjour. Merci à Dr. Michael Lynch qui vous a donné donc son point de vue. Mais j'aimerais maintenant parler de ce que Michel a fait et de vous parler de l'Arctique comme sous-région. Et d'abord, je ne suis pas autochtone, je suis du Vermont, de la Nouvelle-Angleterre, et donc mon expérience sont celles des États-Unis continentaux. Alors, je vais vous parler de l'Arctique, mais je voulais d'abord que vous connaissiez mes origines. Alors, la question qu'on pose ici, c'est comment les communautés du Grand Nord sont-elles critiques dans la sécurité nationale du Grand Nord et de la mer Arctique? Alors, il y a trois groupes dont il faut parler, et je vais vous parler ensuite de la transformation. Alors, comment, en tant qu'opérateur, en tant que planificateur et auteur de politique, comment pouvons-nous donc impliquer ces communautés dans la conversation? Donc, la première considération, évidemment, c'est la souveraineté. L'idée que pour les États-Unis, par exemple, nous avons la décision de Cour suprême de 1831, Cherokee Nation versus contre Georgia. C'est la première décision de la Cour suprême où on a reconnu la souveraineté des populations autochtones, des communautés autochtones. Alors, et, on- et, et donc ce qu'on peut appeler la souveraineté éternelle ou limitée. Et dans, il il y a des pratiques qui ont à voir avec un mode de vie de subsistance. Et souvent, dans les traités, les accords, on parle de temps immémoriaux. Donc, ces populations sont établies depuis des siècles, si ce n'est pas des millénaires. Mais dans le vernaculaire, on parle souvent de eux ou de ces gens-là. Mais je ne veux pas utiliser ce genre de référence parce que ça ne fait que renforcer le préjugé historique que nous avons à l'égard des populations autochtones. Donc, il est important pour moi de communiquer, de vous communiquer
en tant que non autochtones, que ces communautés autochtones possèdent un, un savoir qui est très différent de celui qu'on aurait si on prenait le point de vue eurocentrique. Leur point de vue est intimement lié à la terre à laquelle ils appartiennent. Et c'est important de reconnaître, ils ont un sens, une sensibilité par rapport au, au territoire et qui les rend extrêmement vigilants. Alors, mais évidemment, euh, on ne veut pas préconiser une relation utilitaire, mais c'est sûr et certain que leur talent, leur sensibilité peut nous aider. Et nous sommes tous préoccupés par la protection de la sécurité de notre territoire et comment nous pouvons protéger nos frontières nordiques. Et donc, il y a cette préoccupation partagée qui nous prédispose à collaborer. Et c'est ce qui nous permet ensuite de voir comment nous pouvons euh, fournir la sécurité ou assurer la sécurité ensemble. Alors, j'ai parlé de souveraineté ou de souveraineté éternelle ou limitée. Elle est assortie d'une responsabilité. Quand je regarde ici au Canada, il y a des pratiques qui ont été élaborées où on cherche à nouer des relations avec les collectivités autochtones, alors qu'aux États-Unis, on les voit davantage comme des actifs ou des atouts. Alors, c'est sûr et certain que nous avons une responsabilité par rapport à la souveraineté des Premières Nations. Et il y a une dimension politique au problème. Aux États-Unis, en Alaska, qui est différente des autres États, on a NSCA dans l'accord de 1971, qui est un accord de règlement des revendications territoriales où les Autochtones ont pu former des sociétés pour assurer la pérennité des terres de la couronne qui leur ont été confiées, sans nécessairement faire des propriétaires. Mais il y a donc une légitimisation au 21e siècle de la situation des... Alors, la Cour suprême a décidé tout récemment aux États-Unis que les sociétés autochtones en Alaska avaient la possibilité d'obtenir des fonds en vertu de la loi sur les soins. Alors, mais là où il y a une complexité additionnelle, c'est que ces sociétés ne sont pas des sociétés sans but lucratif. Donc, on se retrouve dans un milieu complexe où il peut y avoir des points de friction et il faut savoir comment naviguer les relations entre les collectivités autochtones si on veut les incorporer au tissu de la protection de nos frontières. Et les États-Unis ont publié la stratégie nationale pour la région de l'Arctique le mois dernier. Et 2 des 5 principes sont les suivants. D'abord, il est important de tenir des consultations avec les Autochtones et les natifs de l'Alaska. Et deuxièmement, les prises de décision doivent être prises par l'ensemble du gouvernement. Aux États-Unis, nous sommes en train de développer ces politiques ou ces points de repère ou ces structures, si vous voulez, et qui légitimisent la souveraineté des populations autochtones en Amérique du Nord. Et donc, je dirais qu'il faut penser à 4 aspects de la problématique. On a parlé de développement socio-économique, mais il y a une composante économique pour être capable de financer les divers efforts de développement d'infrastructures. En Alaska, nous avons des villages qui n'ont pas d'eau potable et qui n'ont pas de système d'égout. Alors, vraiment, ce sont des modes de vie qui relèvent du tiers-monde, alors que nous sommes aux États-Unis. Donc, il y a une incongruité entre le mode de vie de 86 de la population en Alaska, ce sont des Autochtones qui vivent à l'extérieur des zones urbaines.
Et là, on parle évidemment surtout d'Autochtones. Et donc, le manque d'infrastructures fait en sorte que la qualité de vie est au mieux marginale. La deuxième considération, c'est la responsabilité sociale. Alors, il faut reconnaître qu'il y a des traumatismes historiques qui ont été vécus dans ces populations ou par ces populations. Il est important de le reconnaître et aussi de penser à des mécanismes de réconciliation et de réparation au niveau du gouvernement et des forces militaires. Il faut y penser pour que nous réorientions nos efforts. Troisième préoccupation, c'est l'intention politique. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une structure de pouvoir politique et en fait, il y a beaucoup d'influence politique au sein de l'Alaska et ça détermine qui est élu au Sénat, qui prend les décisions aussi au Congrès. Donc, il y a un capital politique émergent en Alaska. Il est important de prendre en considération. Et le quatrième préoccupation, c'est l'autonomie sociale, le mode de vie de subsistance en Alaska euh, caractérise la société. Alors, quand on choisit de réglementer, alors les pêches, par exemple, il faut tenir compte du fait que les pêcheurs chinois capturent beaucoup de saumon. L'an dernier, on a eu un incident avec la Russie, où la région de Bristol, il y avait beaucoup de bateaux de pêche de saumon, mais ils ont dû quitter et ça leur a coûté des millions parce que les Russes avaient décidé de faire des opérations navales. On a réussi à tirer les choses au clair, mais il y a eu une friction et qui a eu beaucoup d'implications sur du côté pour la sécurité du secteur. Alors, quand on parle d'inclure les populations autochtones dans notre grille de sécurité nationale, peut-être que c'est bon de penser à ces 4 préoccupations pour voir comment nous pouvons légitimiser la souveraineté. Alors, le lien avec le développement économique et la souveraineté. Et donc, comment faire en sorte que nos expériences et notre implication auprès des collectivités autochtones nous permettent, peuvent nous permettre de cadrer un nouveau dialogue axé sur la collaboration et aussi de notre allégeance commune à la sécurité de l'ensemble du pays. Nous avons tous un intérêt commun à défendre notre souveraineté et cela permettra de réorienter tous les paramètres d'équité, de diversité. Alors, voilà les 4 lentilles ou perspectives ou préoccupations, si vous voulez, que je vous suggère de d'examiner quand vous envisagez les relations avec les populations autochtones dans le but de renforcer la sécurité. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Madame Von Hatley et son équipe pour l'organisation de la conférence. Et je suis très heureux de voir autant d'amis et de collaborateurs en personne après une longue pandémie qui nous a isolés. La COVID-19, on en a assez de la COVID, mais la COVID n'en a pas fini avec nous, malheureusement. Donc, je suis quand même très heureux de vous voir nombreux. J'ai la tête qui tourne avec tout ce que j'ai entendu. On a le changement parce que moi j'ai étudié le climat, le changement du climat et la sécurité, et avec tout ce que j'ai entendu, je suis, en tant qu'étudiant, pour avoir étudié le changement climatique et l'Arctique, depuis les 6 derniers mois, je suis très préoccupé par l'éclatement du conflit, de la guerre russo-ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Alors, de plus en plus, je m'adonne à des réflexions sur les conséquences de cette guerre dans l'Arctique et
je crois qu'il y a un lien direct. Donc, je vais vous parler de l'Ukraine, mais je vais surtout vous parler de la Fédération russe, qui a une relation très complexe euh, avec la communauté internationale et l'ordre mondial, et spécifiquement euh, son influence dans la région arctique. Alors, c'est la première fois que je présente les arguments auxquels j'ai réfléchi et j'anticipe avec hâte vos questions. J'aimerais d'abord vous présenter deux éléments d'un argument que j'ai déjà présenté dans des publications. Alors, le premier, euh, j'ai publié en 2019, c'est que nous vivons la fragmentation de l'Arctique comme région de sécurité internationale. Bon, il y a beaucoup de théories pour appuyer cet argument, mais le fait est que depuis la fin de la guerre froide, la géopolitique et la collaboration internationale euh, avaient été guidées par une vision euh, unifiée de la mer Arctique qui cherchait à transcender les divisions de la guerre froide et à intégrer les États transarctiques avec la Fédération russe dans un climat de collaboration, et ça a donné d'excellents résultats. Bon, c'est sûr qu'on tend à oublier que ça a été une réussite pendant de longues années, mais c'est important de comprendre qu'il y a eu de grandes réalisations. euh, Entre autres, on a établi le Conseil de l'Arctique, et le Conseil arctique de l'Arctique, évidemment, a entrepris beaucoup d'excellentes initiatives depuis son établissement. Mais avant la crise qui a éclaté et la guerre de 2022, on assiste au démantèlement de cette vision de l'Arctique, cette vision unitaire de l'Arctique. Et donc, c'est la fin le concept de l'Arctique comme une région intégrée. Il y a deux facteurs, évidemment, qui interviennent, entre autres la perturbation du climat qui est en train de s'attaquer au fondement de qui a permis aux 8 États de l'Arctique à collaborer et de se reconnaître comme ayant des intérêts communs. Et la perturbation du climat, à mesure que l'Arctique se réchauffe et se transforme, euh, les perturbations du climat s'abordent l'idée que l'Arctique est un endroit unifié. Plus le climat se réchauffe et de plus les écosystèmes de l'Arctique commencent à ressembler les écosystèmes du Sud, plus l'Arctique perd son caractère distinctif, ce qui nuit à la collaboration. Et au lieu que et l'Arctique deviendra des sous-régions qui seront des extensions des régions qui l'entourent. Et donc, nous avons déjà assisté à une augmentation des tensions géopolitiques bien avant 2022, surtout entre la Fédération russe et les États occidentaux, mais sous les alliés et l'ancien président, on a vu l'Arctique se décomposer en trois régions. L'Arctique de l'Amérique du Nord, qui comprend le Groenland, le Canada et les États-Unis, et non seulement à cause de la géographie, mais aussi à cause, alors ce sont des communautés disparates, isolées, relativement défavorisées à plusieurs égards, et et complètement coupées à bien des égards de la société au sud. Ensuite, l'Arctique, le haut Arctique, où j'ai pu travailler, et qui n'a rien à voir avec l'Arctique de l'Amérique du Nord et qui n'a pas grand-chose en commun avec l'Arctique nord-américain. Euh, Parce que là, il y a des villes, des économies intégrées avec les centres de gravité, des populations plus importantes, moins de communautés isolées et, et évidemment, une, il y a, parce qu'ils sont en périphérie de l'Europe et près de la frontière russe, et il y a un appareil, un dispositif de sécurité. Évidemment, il y a ensuite euh, l'Inde. La la il y a l'Asie et la Fédération russe et la Chine et les Russes évidemment qui rivalisent d'influence pour s'accaparer les ressources et les avantages. Alors je pense que les les perturbations du climat et les changements géopolitiques vont transformer notre vision de l'Arctique en sous-région. Alors, c'est pas que la collaboration va nécessairement cesser, mais la collaboration se fera à l'intérieur des sous-régions à cause de la nature même de leurs préoccupations respectives ou intérêts respectifs. Donc, l'idée que l'Arctique est une région cohérente, holistique, où tous les États
y compris les populations autochtones, sont animées par une préoccupation commune et favorisent la paix et la stabilité. C'est une vision qui est en train de péricliter. La seconde partie de mon argument, C'est ce que j'appelle la c'est nouvelle la nouvelle géopolitique de géopolitique l'Arctique qui dépend qui beaucoup des est événements de cette déterminée année par et que j'ai les publié événements de cette année que j'ai publié avec au un institut Royaume-Uni. britannique. Et Et maintenant, nous avons maintenant un l'Arctique est article qui est divisé en divisé en deux deux régions, régions, en deux deux moitiés moitiés presque presque égales. égales Alors, on entre a les l'Arctique, le A7 bloc et les A7, les des pays de démocraties l'Arctique qui occidentales, font le partie A7, des formé des démocraties alliés de l'OTAN, occidentales une et qui maintenant, communauté avec les forte, nouveaux alliés de politique, l'OTAN, qui représentent contrôle environ environ un peu moins 50% de de la région de 50% de l'Arctique. la Et région en arctique, face, qui sont le Règne uni, face la à la Fédération Fédération russe, qui russe, est leur ennemi, qui et qui contrôle contrôle aussi environ à peu près la la moitié moitié de de l'Arctique, la la région moitié de sa arctique, la population, moitié la de la moitié de population et la moitié ses de rives, son de littoral. ses côtes. Et donc, À cause de toutes sortes de facteurs, il y a la nouvelle trois aspects géopolitique de l'Arctique qui vont vraiment présente plusieurs remettre en facteurs question qui remettent en l'ordre que nous question avons eu l'ordre depuis la post-guerre dernière froide. guerre La froide. primauté du Euh, Conseil de le l'Arctique, Conseil qui arctique, qui était a toujours le été principal le véhicule de forum collaboration, de sera de moins en moins discussion, sera remis en capable question. Il y d'exercer a son rôle. d'autres Euh, et défis, on, on notamment on le aura forum pour la une diplomatie concurrence pour panarctique. assurer la Il y aura primauté des et il y aura aussi des organisations organisations sous-régionales qui sous-régionales vont prendre qui forme, pourraient très bien qui euh, pourraient apporter des bénéficier à avantages à leur leur sous-région, mais région, qui mais vont qui va affaiblir petit à petit gruger cette le idée concept de d'une l'article uni. région unique. Et je pense qu'il y aura aussi par Et défaut un l'OTAN, plus par grand rôle nécessité, va pour jouer un rôle l'OTAN. plus important, Comme comme on on l'a l'a dit ce matin, entendu ce le matin. Le Canada a Canada a toujours résisté à résisté cette idée dans le passé, n'a pas beaucoup et n'a appuyé jamais préconisé en fait le l'expansion renforcement du rôle de de l'OTAN dans la l'OTAN dans région. Je suis d'accord l'Arctique. que Et je la suis visite du d'accord secrétaire général que cet la été visite du secrétaire annonce un général de changement de l'OTAN cet position à été cet égard. nous, Les alliés nous dit bien que nordiques cette position sont n'est plus des tenable. forts Je partisans pense que d'un l'OTAN renforcement du sera rôle de appelé un l'OTAN jour et inévitablement la appelé à jouer un réalité de rôle la plus guerre important. en Ukraine Et et les engagements pris face à la étant donné défense de que l'Ukraine signifie que l'OTAN nous aura un rôle à avons jouer dans la défense des entériné alliés la prétention à la scandinaves et devrait souveraineté donc augmenter son rôle dans la région. l'importance de protéger la souveraineté du territoire Mais ukrainien, c'est un nous peu ne un pouvons pas cheval faire de autrement Troie que parce que renforcer le rôle de l'OTAN, l'OTAN. Mais c'est aussi évidemment, un cheval de compte Troie parce que 7 dans pays de l'article 7, l'Arctique, il y a mais plusieurs beaucoup États d'autres pays, notamment des pays européens européens. puissants Donc, et l'expansion du donc rôle un de rôle plus l'OTAN dans important de l'Arctique l'OTAN. Ça implique veut dire une que des pays expansion du comme rôle de pays comme l'Allemagne, l'Allemagne, la le Royaume-Uni France et la et les France, qui ne sont pas Royaumes-Unis, des les États pays qui ne arctiques, sont pas qui pourront peut-être arctiques et sauter sur qui l'occasion pourraient pour jouer un peut-être rôle plus sauter sur important dans la l'occasion. géopolitique de l'Arctique. Évidemment, l'envers de Inversement, la situation, c'est que l'isolation de la euh, Russie par rapport l'is- au l'isolement système de la Fédération russe, international de la accentue sa communauté dépendance internationale, a face à fait la qu'ils Chine se et sont donc la rapprochés de la Chine Chine. risque Et la Chine va donc d'augmenter augmenter, son elle, ses investissement investissements et sa dans participation l'Arctique dans la région eurasien à eurasienne. mesure que la Russie va Et la dépendre Russie des deviendra de capitaux plus en plus chinois dépendante de la et Chine de l'énergie pour chinoise de plus en le plus. transport de produits et Donc, le soutien les financier. Et changements donc, je climatiques et pense que les les concurrences perturbations climatiques géopolitiques et changent la situation, les changements géopolitiques mais vont vraiment transformer la c'est vie à dans cause l'Arctique d'une et fragmentation la fragmentation de de la l'Arctique est situation donc dans l'Arctique la est conséquence vraiment directe due de à l'agression l'agression russe en russe en Ukraine. Ukraine. La collaboration Alors, quel future est dans l'avenir de la l'Arctique, collaboration dans l'Arctique? je Alors, suis prêt à faire je veux, des alors c'est un prévisions peu malgré la guerre en loufoque de cours faire des avec le nombre prévisions alors d'inconnus que qui la guerre est circulent. en cours. Mais bon, donc Mais j'aimerais pensez-en ce que vous quand voulez. même Mais vous communiquer mon j'aimerais optimisme. vous présenter deux nuances de ce Alors, que je viens de la dire. première D'abord, supposition, c'est que la première hypothèse, c'est la que Russie ne réussira pas à l'agression atteindre russe son en objectif Ukraine n'aura militaire en pas de Ukraine. réussite. Bon, la presse en a beaucoup Beaucoup de parlé, il y a eu journaux en beaucoup ont d'analyses. parlé. C'est clair que On la Russie croit a évidemment échoué que la lamentablement, Russie a surtout d'abord avec échoué la dans prise de ses Kiev, premières d'installer un, un régime fantoche. stratégies. Et Et on la voit donc Russie est que la maintenant Russie aux est prises piégée avec dans une espèce de une cul-de-sac débâcle. stratégique et diplomatique Et avec quand je même pense des qu'il perspectives y a assez peu bonnes de d'espoir d'une réussite victoire du point de vue conventionnelle. de la guerre Alors, classique. l'une des Donc, hypothèses de moi, une de mes départ hypothèses, pour c'est que
ce qui est de la la collaboration dans Russie l'Arctique, va c'est que échouer en Ukraine la et va Fédération de Russie, négocier à partir d'une russe, pardon, position de sera relative affaiblie. faiblesse. Deuxième hypothèse, que la Et guerre la en seconde Ukraine va se supposition, c'est que terminer le sans conflit se terminera sans d'explosion l'utilisation de nucléaire. Alors j'espère que ce d'armes sera le cas. nucléaires Je ne suis pas tactiques. un spécialiste, mais il Euh, semble y avoir de bonnes raisons, notamment Euh, et la je prise de pense que position la très position ferme qu'a pris le de M. président Biden Biden et de pour son dissuader la Fédération administration russe face à d'utiliser une des armes éventuelle nucléaires agression nucléaire est russe, une des raisons qui me donne de mon point de espoir. vue. Mais il y a Donc, je peut-être tiens à d'autres raisons. paquer que Mais je vais la supposer guerre va se donc terminer que la sans guerre en Ukraine se recours terminera sans aux que armes la nucléaires de Russie la part des Russes. utilise des armes Donc, nucléaires. il s'agit Mais maintenant de donc, savoir comment discuter comment avec la interagir Russie avec une la fois que Russie la guerre sera après la terminée, comment guerre? les autres pays Comment les autres arctiques, États de comment les l'Arctique et les institutions de instituts l'Arctique peuvent vont-elles dialoguer avec un pays interagir qui avec a la Russie qui a violé l'ordre international, commis qui des a crimes commis des contre crimes de l'humanité, guerre et des des crimes de guerre atrocités et et qui aussi a bafoué annulé l'ordre mondial 80 ans et de essentiellement stabilité saborder 80 succédant la Deuxième Guerre 80 mondiale. ans de Il faut régime faire face à pacifique. certaines réalités. Et D'abord, donc, quelle peu que soit importe l'issue de la guerre en l'issue de Ukraine, l'Ukraine, la Russie va rester le fait est que la la Russie grande possède la puissance moitié de de l'Arctique l'Arctique. et demeurera Il donc faut un séparer intervenant de premier plan. l'illégitimité de l'agression Et en Ukraine par rapport les à sa légitimité en prétentions Arctique. de la Russie dans 70%, l'Arctique n'ont pardon, rien à voir avec 50% les des prétentions de côtes la de la Russie en Ukraine, population et du parce territoire que et la des Russie possède ressources 50% sont dans un du territoire territoire et des sans ressources conteste russe. et des Donc la populations. Donc, Russie peu va importe l'issue de la rester guerre en un Ukraine, partenaire indispensable la Russie et toute demeurera perspective un de État arctique coopération et qui sera panarctique notre qui est rival direct. requise pour toutes sortes de Et raisons, toute notamment pour des raisons de collaboration changement pour des climatique. Tout questions cela va demander la d'atténuation du changement collaboration russe. climatique nécessiteront la Donc, quand collaboration on avec la Russie. envisage la Alors, suite je de la pense guerre, qu'après la on peut guerre, s'attendre il à ce qu'il faudra essayer de restaurer la faudra confiance, faire des aussi conférences essayer de Est-Ouest, rétablir la transparence rétablir entre un dialogue les entre les États militaires des deux russes blocs. de Et l'Arctique comme vers la fin et de la ceux de guerre l'Amérique. Et je pense que froide, la diplomatie il y a un rôle pour environnementale la et diplomatie scientifique scientifique et peut culturelle. Si beaucoup vous nous avez des aider. questions, j'ai toutes sortes Alors, d'informations là-dessus, comme vous mais savez, en fait, la quand la guerre guerre froide froide s'est est terminée en bonne partie grâce c'est à l'initiative de l'initiative de Murmansk, Mourmansk, entreprise par Mikhail Mikhail Gorbatchev, Gorbatchev, et par qui a mis fin l'ouverture à la guerre froide à une et l'ouverture collaboration entre les États-Unis et la Est-Ouest Russie dans l'Arctique. et par le biais On de a l'Arctique, saisi où que on c'était s'est une entendu occasion sur de la collaboration sur collaboration des sur le questions plan culturelles et des questions environnementales. environnemental Et et c'est ça qui est culturel. devenu le C'était donc forum un forum de pratique dialogue pour et de le dialogue négociation et une et amélioration des la relations entre les collaboration anciens entre adversaires. les Je deux crois rivaux que de la guerre froide. quelque chose Et je de pense semblable pourrait qu'on se peut produire après la guerre espérer en le Ukraine. même phénomène après la La fin de la guerre nécessité de en Ukraine. dialoguer avec la Et donc, Russie en matière il de faudra changement parler avec la climatique, en Russie matière pour des questions de de pollution pollution, de protection de transfrontalière l'environnement, et de et protection du aussi climat, des et aussi occasions voir quelles d'essayer sont les de dialoguer possibilités avec la d'inclure Russie la Russie tout ce qui est sur de des questions questions comme les de droits droits des autochtones, populations l'investissement autochtones, économique, le développement de l'énergie croissance et économique une croissance viable. économique durable. Tout Ce sont cela autant de représente possibilités des, où, un, un fort parce potentiel. qu'on a souvent pensé que les conflits externes ont la D'un possibilité côté, bon, c'est vrai que les conflits d'infecter externes l'Arctique, mais risquent maintenant d'avoir des l'Arctique retombées en sera Arctique, peut-être mais justement l'Arctique la façon peut de réparer permettre les ponts cassés d'amélioration ou les pots cassés d'améliorer les entre la relations entre Fédération les deux russe blocs. En et conclusion, l'Ouest. Et je donc, crois pour que nous avons conclure, une la question question historique que nous historique à devons nous se poser est la poser. suivante. Quel Quel modèle modèle devrions-nous devrions-nous suivre essayer de pour mettre en réintégrer la application? Fédération russe dans la communauté Réintégrer internationale la Russie comme puissance à l'ordre militaire défaite international comme après qu'elle ait puissance défaite. forcé de Il se y a retirer plusieurs de l'Ukraine. modèles Il y a deux possibles, mais modèles les deux plus historiques. convaincants, c'est Il y la a la France France après Napoléon Napoléon au au début XIXe siècle du 19e siècle et et la suite de la Première l'Allemagne Guerre entre les deux mondiale guerres après mondiales. l'effondrement Dans le de premier l'Empire cas, une grande puissance autrichien, impériale a essayé pardon, de dominer l'Empire le russe. continent, a, Après impli- une a tragédie, ultimement été la Russie a été défaite par défaite une coalition de ses ennemis, mais après avoir infligé énormément de décès. Mais la France a été, pendant la France a on a permis pu à la France reprendre sa de place à redevenir une la puissance table mondiale européenne à après la les guerres table napoléennes, de en concertation jouant un européenne rôle et de jouer responsable un rôle important jusqu'au début de la pendant Première Guerre encore 100 mondiale. ans jusqu'à Inversement, l'éclatement de la Première Guerre mondiale. l'Empire Et prussien, après sa l'Allemagne défaite
à la Première Guerre qui a mondiale subi une défaite été cuisante après transformé la en Première Guerre paria, mondiale, a été ostracisé écarté de la communauté et internationale. Et tout malheureusement, cela a cela a suscité pavé la une voie pour un génération second de conflit griefs encore qui a plus mené à la grave Deuxième 20 Guerre ans plus tard. mondiale. Je Donc, crois il qu'il y y a a le des parallèle parallèles historique entre historiques ces deux clairs entre modèles ces deux et cas. Il nous faut se devrions nous demander demander quel, lequel quel est devrait nous celui qui inspirer. nous Merci permettra beaucoup. d'en arriver à nos fins pour assurer la sécurité internationale. Merci. Très bien. Alors, Maintenant, nous nous allons maintenant passons à la passer période de aux questions questions et et réponses. d'échanges. J'ai affiché des questions, J'ai essayé de lancer le bal mais en on citant des veut questions certainement voir votre son de cloche. de Y a-t-il Scott, des mais je questions vais commencer par la salle. dans la Est-ce que salle? vous avez Oui, des questions dans la salle? allez-y. Oui, Bonjour. bonjour. Je Je suis, suis officier à la j'étais retraite. contrôleur, je suis Je maintenant travaillais à la dans la retraite ligne des forces View. militaires et ma question s'adresse à vous. La Oui, question s'adresse à M. Greaves. Quand vous regardez ce qui se passe quand on en regarde ce qui se passe Russie, en Russie et dans l'Arctique, sur le plan des radars et aussi des turbines sous-marines, est-ce que vous est-ce que avez vous vu avez les étudié turbines ces dans l'eau? questions? Le radar tournesol Et est il y aurait aussi extrêmement un important. radar. Je Ben, serais très curieux de vous entendre parler de ce oui, ben, radar. j'aimerais voir. Pendant Bon, la guerre pendant la guerre froide, froide, comme j'étais les électrotechnicien, nous avons technologues étudié les et radars parce qu'ils technologistes surveillaient nous toujours donnent les une bonne radars idée parce que ça nous de la donnait capacité une militaire. idée de la capacité Quand on regarde de l'ennemi. Et quand on l'ennemi, regarde, le radar a trois objectifs. D'abord, la il y a, prédiction des attaques nucléaires nous pour avons, le Canada et les États-Unis. il y a le Deuxièmement, pouvoir de prédire la marine, les forces c'est nucléaires très du Canada et des inhabituel avec États-Unis. les anciens radars, mais maintenant on peut voir les bateaux autant que les Alors maintenant, avions. les Russes peuvent surveiller le mouvement de l'aviation et de la On a marine. commencé à les bâtir il y a 3 ans. La construction Et les prend installations ne font beaucoup que grandir. d'expansion Donc, et je me de demandais votre point de vue, si les militaires parmi vous en avaient entendu parler depuis avez-vous 2 ans. entendu parler? Est-ce que Est-ce que je suis suis la la seule à être au seule courant de qui a ce qui se étudié passe la question du du côté des... fait de mes intérêts techniques? Alors, Est-ce que vous en je avez vous pose la entendu question parler? si vous êtes au courant. Il y a eu beaucoup de On a questions beaucoup au sujet parlé des des investissements investissements dans russes dans l'infrastructure militaire, l'infrastructure dans le Grand Nord, militaire dans dans l'extrême le Grand Nord. Orient. Et le but Quel est est le de but ces de ces investissements, investissements? est-ce qu'il Est-il s'agit de la pour défense défendre les des territoires couloirs nordiques ou est-ce et des les routes installations maritimes ou est-ce qu'ils avaient des avec un intentions pouvoir agressives face à leurs offensif voisins? contre les États-Unis ou Est-ce que c'est d'autres de cela dont vous amis, parlez? Je crois que c'est une chose dont les je pense analystes qu'il y a beaucoup militaires, d'analystes les qui sont analystes de penchés sur le défense problème se et sont qui beaucoup surveillent de près et qui préoccupés. ont d'ailleurs débattu de la question. On- Oui, si si vous vous me permettez, permettez, j'aimerais ajouter à cela. Alors, on reconnaît c'est la sûr quantité qu'on d'investissements russes dans reconnaît l'Arctique qu'il y a eu des investissements importants dans du le point de vue développement d'infrastructures dans l'Arctique. de la Et sécurité, du développement la économique. question Et ce qu'il faut se à demander, laquelle nous c'est devons quel est notre répondre, c'est quel est notre intérêt niveau d'intérêt dans le pour développement euh, de systèmes de développer nos radar systèmes de pour radar qui vont au-delà de l'horizon reconnaître les euh, navires dans et l'eau, la aussi détection la des missiles détection de missiles hypersoniques. hypersoniques. Je crois que sur le plan des Alors, orientations, ce qu'il faut se donc, demander, c'est quelles alors, sont nos et priorités en quelles sont Amérique nos du Nord priorités en Amérique du Nord collectivement pour essayer de contrer pour se ce genre? préparer, pour mettre en Est-ce place que des quelle est systèmes de notre détection politique et quelle sera la en politique, réponse à la réaction de défense en matière les installations opérationnelle. russes? Ce que vous Alors, ce notez, que vous c'est que notez, oui, c'est oui, il y il a y a du une forte côté expansion du de la côté russe, Fédération mais il russe s'agit de savoir beaucoup de dynamisme comment on intègre et nous, ça à nos qu'allons-nous plans faire de de notre côté, développement technologique surtout par compte rapport tenu des notamment au perturbations du changement climat. climatique. Alors, L'UAF, on s'appelle, nous, on s'appelle l'Université de l'Arctique, l'Université arctique, l'Université on américaine essaie de évidemment de l'Arctique, savoir ce mais qui se justement, passe dans il faut se l'Arctique et pencher comment s'y davantage adapter. sur cette problématique. Ce que j'aimerais ajouter, étant récemment, ayant travaillé au NORAD récemment, oui, on étudie de très près ce qui se passe en Russie, mais c'est pour vos services dans le Grand Nord. En ce moment, les sources radars qui fonctionnent dans l'Arctique
russes sont de nature nettement défensive. Et ça entre dans la doctrine russe, parce qu'évidemment, même leurs agressions sont qualifiées d'opérations défensives. Au niveau stratégique ou même au niveau tactique, c'est quelque chose pour protéger la mère patrie. À savoir si ces installations vont être utilisées à des fins offensives, ça devient des questions tactiques, mais ça souligne l'importance de la technologie dans le Grand Nord, qu'il s'agisse du développement des collectivités autochtones pour leur permettre de sauter par-dessus les génératrices diesel pour les amener au 21e siècle en se dispensant de passer par les technologies intermédiaires ou bien l'installation de radars au Canada, ça va déterminer la domination informationnelle, si vous voulez, dans le champ de bataille. Ce qui risque d'être problématique, c'est que ces changements dans les structures radar ne vont pas changer les menaces envers l'Europe et l'Amérique du Nord. On va savoir d'où ils viennent, mais on ne pourra pas les bloquer. Et c'est là où la conversation au sujet des Autochtones prend toute leur importance. Nous avons mis l'accent sur la résilience, la redondance et le changement de plan des ennemis. Si on peut élargir, disperser les structures de défense sur le terrain de telle sorte que les calculs d'attaque, que les attaques ne soient plus rentables, ce sera la dissuasion par le déni d'accès plutôt que par le système de punition habituel. Et il faut créer aussi cette impression chez l'ennemi. Et c'est pour ça que c'est si important le lien entre le changement climatique, le développement autochtone et la sécurité. C'est une excellente question. On a une question qui vient des gens à distance, comme on l'a fait en Allemagne pendant la première guerre froide et comme on fait en Pologne. La perception de la population et la géographie seront des facteurs importants. Que doivent savoir les militaires avant de mener des exercices à grande échelle dans le Grand Nord? Michel, commençons par vous. Si vous voulez vous associer à des différentes populations, il faut commencer immédiatement, pas la veille de l'exercice. Il faut du temps de préparation. Ça prend du temps pour développer des relations. La question d'être humble aussi, hein? Il faut travailler avec eux et reconnaître qu'ils sont les spécialistes du terrain. On a peut-être les atouts militaires, mais ce sont eux qui connaissent le terrain. Pour eux, 60 degrés sous zéro, ça, c'est une journée ordinaire. Ce n'est pas extrême, ce n'est pas une région éloignée. Ils ont joué le bingo la veille. Leur petite fille joue au basketball dans le gymnase et nous, on devrait le faire avec eux. Il faut être présent dans ces collectivités si on est bienvenu, si on nous y invite. Une présence permanente et ne pas se manifester uniquement la veille d'un exercice. Je dois vous le dire, à la lumière de mon expérience auprès de différentes populations qui vivent là-bas, tout le monde est impatient de s'associer avec des organismes qui vont assurer leur sécurité, comme j'ai dit à la générale Burkhead et au général Clancy. On m'a demandé directement, est-ce que l'armée militaire sait que nous sommes ici, que nous sommes des Américains, que nous sommes des citoyens américains, que nous avons besoin d'informations, que nous voulons les aider. Nous sommes des frères, nous sommes des Américains, nous voulons faire notre contribution et personne ne nous parle. Et ça, on me l'a dit très souvent pendant toute l'agression en Ukraine. Ils savent est-ce que les Américains savent qu'on est les voisins de la Russie? Alors, voilà le genre d'échange qu'on a. Et ça devrait être dépassé. On devrait avoir déjà des relations très solides avec ces populations. Ce sont nos concitoyens.
Ils ne vivent pas dans un pays étranger. Le temps, la patience, l'humilité, avoir des agents de relations culturelles, faire davantage pour recruter des gens de ces populations au sein de l'armée, ce serait très important. J'ai travaillé avec beaucoup des anciens qui sont les enfants des gens qui faisaient partie de la garde territoriale de l'Alaska et ils déplorent la disparition de euh, ce, ce corps d'armée. Donc, ces populations sont reconnues par leur résilience, par leur intelligence. La plupart d'entre eux, ce sont des guerriers d'hiver, hein, des guerriers des neiges. Et c'est avec eux qu'il faut s'associer. Nous attendent d'avoir des conditions de partenariat respectueuses pour ne pas avoir l'impression qu'on les utilise, qu'on profite d'eux. Il faut que ce soit un partenariat égalitaire. Si j'ai bien compris la question, il y a une réponse en 3 parties. D'abord, il faut savoir quel genre de combat on va mener. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a besoin d'une division aérienne? À quoi ça va ressembler la guerre dans l'Arctique? Ça, il va falloir le comprendre. Deuxièmement, il faut avoir des gens présents dans l'environnement. Il faut que les gens comprennent ce qu'il faut pour fonctionner quand il fait -60, -20, enfin, je ne sais pas. Et pour revenir à ce qu'a dit Michel, il faut établir des partenariats avec les collectivités autochtones. Il faut bien comprendre la nature des relations, le côté culturel, mais aussi que ce soit réciproque parce qu'eux, il y a des choses qu'ils veulent comprendre du côté du développement, des qualités de direction, du développement économique. Oui, on m'a aussi demandé comment savoir qu'on ne se fait pas exploiter, puis les Autochtones. Ça fait des échanges bizarres et ce sont des préoccupations légitimes. Et pour parvenir, il faut les payer. Tout n'a pas besoin d'être bénévole, hein. Est-ce qu'on peut se rencontrer pendant quelques heures? Non, on peut signer des contrats avec les bandes autochtones. Le ministère de la Défense peut signer des contrats avec les organismes de premiers répondants, avec les conseils de bande. Si on veut on a besoin de conseils techniques, de réunions techniques régulières. Il y a des moyens de le faire et eux, s'ils sont très intéressés. Et une mise en garde cependant, dans les communautés rurales, les gens se sentent fragiles. Donc, s'il y a 10 personnes qui veulent participer à un exercice, ça taxe beaucoup la collectivité. Des fois, on parle de ce que peuvent faire les Autochtones, mais il faut tenir compte des ressources très limitées. Les bureaux gèrent à peine les réalités quotidiennes. Il faut donc réfléchir à la capacité et pouvoir faire nos plans en cette fonction. Moi, je fais le travail de vulgarisation en matière de COVID dans les villages. On est très, très dépendant de nos propres ressources. On dormait dans la clinique sur le plancher, sur un sac de couchage. On apportait notre propre eau, nos propres aliments, notre propre nourriture. C'est très, très important ce que dit mon collègue parce que ces collectivités sont très peu développées. Il y a peu d'infrastructures. Il faut donc gérer la logistique avec beaucoup de prudence. Une question de la brigadière générale Burkhead. Moi, je parlerai plutôt de la consultation. C'est crucial de travailler avec les entreprises aussi, quand on parle d'entreprises, des organismes bien financés, des gens qui sont des spécialistes de la planification, donc il faut toucher les bonnes personnes dans le bon organisme. C'est très important d'avoir des consultations avant que les troupes arrivent. Oui, tout à fait. Ce que je vais ajouter, c'est que c'est une obligation. Ce n'est pas seulement un avantage, c'est une bonne chose à faire, évidemment, mais le ministère de la Défense
à instaurer l'obligation de consulter tout ce qui va toucher une collectivité locale doit faire l'objet de consultations bien à l'avance avant qu'on fasse des plans finaux. Malheureusement, ce n'est pas toujours fait. Et les entreprises, dans les nouvelles instructions, on dit qu'on est obligé de consulter les entreprises parce qu'ils sont les principaux détenteurs de territoire. Les tribus ne sont pas propriétaires du territoire et il faut penser aux propriétés souterraines qui appartiennent souvent aux entreprises minières. Et ça, c'est une obligation. D'autres questions dans la salle? À vous? En matière de sécurité et d'économie, enfin, enfin, surtout de consultation auprès des populations autochtones, les états de service ne sont pas toujours convaincants. Et quand on parle de l'Arctique, je crois qu'il est inévitable que la sécurité économique et militaire va prendre plus d'importance. Alors, comment s'améliorer de ce côté-là? Dans le dialogue entre le secteur privé et l'armée. Eh bien, c'est une question de base, effectivement. Je crois que de travailler avec ces populations comme de véritables partenaires, pas travailler pour eux ou au-dessus d'eux. Non, il faut que ce soit de véritables partenaires. Il faut dialoguer avec eux bien à l'avance, pendant et pas seulement pendant et après. Il faut qu'il y ait des canaux de communication ouverts, de la transparence et même avec la gestion des mesures d'urgence en recherche et sauvetage. Il y a eu une grande fuite de gaz quand j'étais là-bas dans une des entreprises gazières et le village voisin a exigé des communications continues avec l'entreprise. Ils voulaient savoir exactement. Et quand l'entreprise en a eu assez de le faire, il y a eu énormément de tensions, de colère et de frustration et ça nuit à la réputation de cette entreprise et elle restera ternie pendant des générations, pendant des années. Les choses changent. Dans ENSCA, on a changé la façon dont on envisage le développement économique local. Comme on l'a dit tout à l'heure, les non-autochtones commencent à être beaucoup plus compétents, donc le changement est en train de se produire en ce moment et c'est pour ça que je parlais du développement économique comme facteur, parce qu'il y a une légitimité politique dans les revendications des Autochtones par rapport aux intérêts économiques, mais ça va s'appliquer également aux intérêts stratégiques parce que c'est intéressant. Donc, il y a des compétences en matière de plaidoyer, une légitimité pour la parole autochtone quand on commence à se demander comment on peut développer les collectivités autochtones et comment les Autochtones peuvent s'adresser à nous. En Alaska, ce sont des multinationales qui sont installées là, des entreprises énormes qui investissent et ils sont assez habiles et ça, c'est encourageant. Je crois que les orientations devront suivre parce que maintenant, là, on a une entreprise à but lucratif qui ne peut pas donner des privilèges indus à des particuliers et pourtant qui ont des devoirs de consultation. Donc, on essaie de s'entendre là-dessus. Comment about them being very savvy, absolutely true. These are incredibly sophisticated populations, sophisticated government run operations and organizations. A number of the people now are going back for not just bachelor, high school Ce bachelor. sont des gens extrêmement compétents et instruits. Il y a des gens, des médecins, des avocats, des gens très habiles. Oui, tout à fait. Et vous trouvez que ce sont des partenaires extraordinaires. Ils ont beaucoup de
connaissances, de savoir-faire, mais je reconnais qu'il y a de la diversité. Évidemment, chaque tribu est différente. Il y a des organismes tribaux différents. Donc, ça prend un moment pour comprendre avec quel groupe il faut travailler. Yeah, which adds also additional conflict points, right? Additional friction points of how are you going to whose sovereignty are you talking about? And that's where that kind of conversation of, how Il s'agit aussi de savoir what's that new narrative, what's the emerging narrative that can be qui brought into a le this, droit de we see that parole in all our and yet we can't move unilaterally. et on ne peut pas bouger unilatéralement. On a des droits au Canada au sujet des contenus canadiens, donc je me suis senti le besoin d'intervenir. Je crois qu'une des choses qu'il faut reconnaître, c'est que les pratiques exemplaires ou les normes de fonctionnement gouvernemental devront céder le pas à d'autres priorités dans le Nord. Ce qui me vient à l'esprit, un exemple canadien récent, le Canada et les États-Unis, ils sont en train de moderniser le système d'alerte nordique. Et au début de l'été, par hasard, au début de l'été, quand le gouvernement a annoncé la première tranche de contrat, c'était presque un demi-milliard de dollars qui a été octroyé à des entreprises appartenant à des Inuits. C'était donc un signe très clair du désir que ces dépenses, ces activités économiques vont profiter aux détenteurs de droits et aux habitants du Nord, même si ce n'était pas le plus bas soumissionnaire, même si le processus d'adjudication n'était pas ouvert. La pratique idéale dans le Sud n'est pas nécessairement la pratique idéale dans le Nord et il faut le faire pour prioriser les avantages pour les collectivités autochtones. Quand nous avons préparé, nous avons il est important justement d'utiliser ces méthodes d'exception parce qu'il y a des corporations qui peuvent faire ça. Alors, nous allons prendre des questions en ligne. Alors, le modèle historique de la réintégration de la Russie dans le système. Et vous avez parlé essentiellement de régime de... Alors, quand pensez-vous que on pourrait envisager une collaboration entre l'Europe et la Fédération sous un régime Poutine affaibli, ou est-ce qu'il faudrait espérer un changement de régime fondamental en Russie? Effectivement, c'est une question et qui n'est pas sans défi. J'ai délibérément évité de faire une comparaison avec deux autres modèles, c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon, parce que ça ne me semblait pas applicable, parce que les circonstances qui ont lié à la modernisation de ces sociétés a été au Japon, c'était le résultat de l'occupation militaire américaine. Et je ne pense pas que ce soit un modèle viable pour la Fédération russe. Alors, je ne sais pas si il y aura un changement de régime politique malgré tous les échecs de Poutine. Ça fait 22 ans qu'il est en poste et c'est difficile de prédire ce qui adviendra. Mais c'est sûr et certain que la collaboration serait plus facile s'il n'était plus le premier dirigeant de la Russie. Mais je ne sais pas si on doit mettre fonder nos espoirs sur cette possibilité. Je dirais que c'est la raison pour laquelle je pensais que si Poutine n'utilisait pas les armes nucléaires et qu'il était quand même débouté en Ukraine, qu'il ouvrirait la porte à la collaboration parce qu'il serait en position de faiblesse. Mais s'il y a des circonstances à l'intérieur de la Fédération russe, soit une révolte interne, je pense que la meilleure ligne d'action pour les puissances occidentales est de continuer à transiger avec aux dirigeants à Moscou. Et parce que je pense que de toute façon, il sera bien contraint de collaborer. Je pense que tout nouveau leader russe serait enclin à collaborer avec l'Occident.
Y a-t-il d'autres questions du parquet? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Rédactrice pour le Journée de l'armée canadienne. Vous avez présenté des arguments très intéressants sur la réintégration de la Russie dans l'ordre international et vous avez spéculé sur la volonté de la Russie de collaborer. Mais il y a maintenant un déficit de confiance parce que la Russie a essentiellement démantelé tout ce qui a été accompli dans l'ordre mondial. Moi, j'ai participé aux mesures. La Russie est devenue une puissance nucléaire responsable au moment de la négociation des traités de réduction des armes nucléaires, mais maintenant tout ce beau travail a été démantelé. Alors, que pensez-vous de la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires stratégiques ou tactiques plutôt? Quel sera l'impact sur pourquoi la Russie n'utiliserait pas les mêmes tactiques lorsqu'il s'agira de négocier dans l'Arctique pour tromper ou induire en erreur ses partenaires. C'est sûr que les Russes ont essentiellement prouvé qu'elles continuent à nier qu'ils ont agressé l'Ukraine et donc nous prend essentiellement pour des imbéciles. Ce n'est pas qu'ils ont réussi, mais ils ont bafoué publiquement, ouvertement et résolument l'ordre mondial et international. Mais à un moment donné, il faut quand même réinvestir la confiance. C'est sûr et certain qu'il faut se méfier de la Russie, mais il est important d'essayer de restaurer la confiance. C'est un processus qui mettra du temps, c'est un processus qui devra être assorti de vérification et aussi d'une certaine collaboration de la part de la Russie. Mais ce sera impossible de réussir autrement. Bon, je ne suis pas naïf, mais dans le premier cas, je pense que si la Russie est maintenant l'ombre d'elle-même par rapport à ce qu'elle a déjà été comme puissance mondiale. Alors, c'est un point d'analyse important que la Russie est maintenant un tigre de papier. Et s'ils avaient atteint leur objectif en Ukraine, évidemment, nous serions dans une position différente. Mais la Russie a échoué lamentablement. Et quand la guerre finira et que la Russie se retirera, elle sera dans une position de faiblesse sur le plan militaire, économique et au niveau de la diplomatie internationale. Et la puissance militaire russe aura aussi été rabaissée d'un cran. Et donc, ça ouvrira la porte aux chefs politiques de bonne volonté d'essayer d'améliorer les relations avec l'Ouest. La seconde chose à laquelle j'aimerais répondre, c'est que dans le même contexte où, dans ce contexte où la Russie a été très belligérante dans le contexte européen, euh, la Russie continue d'insister que l'Arctique est une région différente. Ce n'est pas parce qu'on envahit notre voisin dans l'Ouest qu'on va nécessairement envahir nos voisins dans le Nord ou être agressif. Je pense qu'on peut je ne pensais qu'il faut simplement faire croire dans leur bonne foi, mais il faut y voir que la Russie voit dans son propre intérêt le fait de maintenir la paix dans l'Arctique, parce que la Russie est beaucoup plus dépendante de l'activité économique dans l'Arctique que n'importe quel autre État. 20% de leur PIB est lié intimement à l'exploitation de l'Arctique. Et donc, c'est dans leur intérêt économique de faire en sorte que l'Arctique puisse être utilisé ou exploité sur le plan économique pour le transport et l'exploitation des ressources. Et donc, je pense que la Russie va donc protéger l'Arctique, éviter d'en faire une zone conflictuelle. Et c'est peut-être la carte qui nous permettra de
jouer pour établir des relations diplomatiques. Parce que si nous choisissons de lancer des activités qui pourraient limiter la capacité de la Russie de transporter des ressources, il y aura un impact, il pourrait y avoir un impact énorme sur la Russie. Et ça, ce n'est pas une carte que nous avons jouée, mais c'est une carte qui est tout à fait possible de jouer pour nous. Et c'est ce qui rendra la négociation désirable. Et nous avons le temps pour une dernière question. Andrea? Oui, merci. Je me demandais, pourriez-vous commenter, alors plutôt que de parler des relations d'État à État, euh, bon, on pourrait, peut-on imaginer que la Russie s'intéresse aux populations autochtones et à la protection de l'environnement en Arctique? Ça a été la voie. Alors, je fais partie du Centre arctique. Nous sommes un centre de la Fondation nationale des sciences, en plus d'être. Alors, notre centre est à moitié russe, y compris des scientifiques avec un doctorat d'origine russe ou autochtone. Et nous avons continué nos réunions. C'est assez délicat lorsqu'on aborde les questions politiques. Nous savons que le partage des données à partir des travaux sur le terrain dans l'Arctique sera très limité, mais nous avons continué à travailler avec les autochtones russes comme interlocuteurs scientifiques plutôt que membres d'un pays rival qui est en guerre. Alors, nous essayons de faire la distinction entre les individus, leur rôle et leur appartenance au pays. Et c'est sûr et certain qu'ils nous ont parlé de ce qui se passe dans leur pays et ils s'en sont profondément troublés. Oui, je ne sais pas quel est le capital politique pour les scientifiques et les autochtones. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme levier pour essayer d'influencer l'orientation du politique. Par exemple, l'Université d'Alaska à Fairbanks, nous avons le Centre international de recherche et nous avons beaucoup de relations. Nous avons un excellent réseau avec des scientifiques russes et des institutions scientifiques russes dans l'Arctique. Et donc, il y a une relation de collaboration qui existe déjà. Et, et on se pose tous essentiellement la question comment traverser ces moments très difficiles euh, pour continuer notre travail. Et comme Michel l'a dit, il y a aussi des gens qui ont des relations avec les gens en Sibérie. Mais je ne sais pas dans quelle mesure cela pourra influencer ou façonner le processus de réintégration de la Fédération russe dans la communauté internationale. Je pense que par inférence, le partage de l'information pourra peut-être aider la modélisation climatique ou océanographique et ça, indirectement, pourrait avoir un impact pour réparer les ponts. Mais je ne vois pas comment une intervention directe est possible pour faciliter une dynamique réparatrice. James a marqué un point très important lorsqu'il parle de collaboration entre scientifiques et chercheurs et les populations autochtones, les organisations. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est souhaitable et important, mais ces entités ne sont pas placées pour influencer les décisions prises en haut lieu en diplomatie internationale. Mais comme le cas des précédents historiques, dans le contexte de la guerre froide, c'est sûr qu'il y a quand même ça peut servir de couloir d'information et ça peut aider à restaurer la confiance. Mais ce que j'ajouterais, c'est peut-être inspiré par des commentaires de M. Hayden this morning, c'est qu'il y a aussi des possibilités d'affaires qui nous permettraient d'améliorer les relations et d'accomplir certains objectifs. Et il y a beaucoup de similitudes entre le Canada et la Russie. De tous les États arctiques, ce sont les deux pays les plus semblables. Parce que nous avons dans les deux cas des vastes régions nordiques qui ne sont pas peu habitées et il y a donc toutes sortes de possibilités pour les Canadiens
en matière d'innovation et d'entreprises de vendre au marché russe de l'ingénierie pour le pergélisol, parce que 40% du patrimoine bâti est affecté par la perte du pergélisol. C'est une catastrophe pour les Russes parce qu'ils sont sur la ligne de front des perturbations climatiques. Et donc, il y a des possibilités pour les entreprises canadiennes d'exporter leurs produits, services et savoir-faire, mais cela aussi contribuerait à améliorer la sécurité du Canada et de la Russie dans le contexte de la nouvelle réalité géopolitique. Merci. Écoutez, ça a été un excellent panel. Je vous remercie. Je vais vous dire, en tant que praticien de la sécurité nationale, où je regarde le monde, j'ai demandé aux panélistes, alors expliquez-moi le rapport avec les populations autochtones et la perturbation du climat. Je ne voyais pas le lien direct parce que nous, on se préoccupe évidemment de missiles de croisière et le reste quand on parle de sécurité nationale. Mais là, vous nous parlez de relations transactionnelles avec... Et, mais c'est vrai, je comprends maintenant que le développement économique, la collaboration et la protection de la souveraineté sont tous interreliés. Alors, je veux vous remercier de ces présentations extrêmement bien informées.